Peut-être Camille, est-ce que tu peux commencer à te présenter avant de rentrer dans le sujet? Comment tu en es arrivé un jour à cette question, en l'occurrence? Bonjour, merci Catherine déjà de m'accueillir et de me donner la parole aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'est cher, qui est celui de la micro-sieste. Moi, du coup, je suis cofondatrice de la startup Napenup. Napenup, qui est une startup qui est née il y a 4 ans, que j'ai cofondée avec mon associé Gabriel de Valmont et qui s'est donnée pour mission de démocratiser la pratique de la micro-sieste et les temps de récupération en milieu professionnel. Et ça se décline sous forme de 2 axes principaux qui sont d'une part la création d'espaces de sieste en entreprise, en milieu professionnel et plus récemment beaucoup en milieu hospitalier pour le personnel soignant. Et d'autre part, beaucoup d'actions de sensibilisation parce que c'est encore un sujet qui doit être intégré à la culture française. Il y a encore pas mal de chemin à faire. Et donc, on fait beaucoup de sensibilisation sur le terrain pour parler du sujet, comme tu m'en donnes l'opportunité aujourd'hui. Est-ce que alors peut-être petite règle, pour le moment, on a mis tous les micros en silencieux parce que tu vas nous faire découvrir ce que c'est que la micro-sieste, ce que c'est que le sommeil, aussi le laps de temps qui est nécessaire parfois voilà, pour se donner le temps de récupérer. Pour tous, on met à droite le chat, donc vous pourrez poser des questions et on prendra les questions si Camille ne nous a pas répondu encore et si tu n'as pas défini peut-être quelques concepts. Avant toute chose, où est-ce qu'on en est peut-être, nous, en France, sur le sujet? Est-ce qu'on s'autorise à faire une sieste? Et qu'est-ce que tu vois par rapport aux autres pays aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Alors, pour commencer, il y a une donnée que j'aime bien partager parce que je la trouve assez parlante. Aujourd'hui, les Français ont perdu entre 1 heure et 1 h 30 de sommeil depuis 50 ans. C'est une étude du baromètre Santé publique France. On est passé en dessous de la barre des 7 heures de sommeil par nuit, à environ 6 h 42. Donc, il y a un vrai sujet. Et ça, tout le monde le sait. On sait aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. On sait que le sommeil a un impact énorme sur notre santé physique et mentale. On sait que la micro-sieste a énormément de bénéfices. C'est plus un secret pour personne. En revanche, entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, il y a encore un gros gap. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'amener ce sujet en milieu professionnel. C'est compliqué de s'accorder une petite micro-sieste sur sa journée de travail. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on a développé aussi cette offre. Après, on constate quand même qu'il y a une évolution dans les mentalités, que le sujet de la qualité de vie au travail et le sujet du sommeil, la prise en compte du sommeil dans la sphère professionnelle commencent à évoluer. Il y a une évolution dans les mentalités. Nous, des entreprises qui nous fermaient leurs portes il y a 3-4 ans reviennent nous voir aujourd'hui pour rediscuter du sujet. Mais voilà, on n'est pas hyper en avance et il y a d'autres pays comme la Chine, par exemple, qui l'a inscrit dans sa constitution depuis 1948. Donc voilà, il y a une différence de perception qui est vraiment énorme. Après, en Chine, c'est un petit peu différent parce que la sieste rentre dans un cadre un peu particulier dans le sens où plus on est fatigué, plus ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé et plus c'est bien perçu. Donc limite, si on ne dort pas et si on ne fait pas la sieste, il y a un problème. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même perception, c'est pas la même logique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils en ont compris ses bienfaits et que voilà, aujourd'hui, il faut qu'on l'intègre et qu'on la rende aussi normale qu'une pause café ou qu'une pause cigarette parce qu'elle a énormément de bénéfices. C'est incroyable. Donc, en Chine, c'est bien vu de faire la sieste, mais c'est vrai qu'en Chine, il y a la particularité aussi du massage. Moi, quand j'étais en Chine, je sais que quand on m'invitait au truc de massage, c'était qu'on allait nouer un partenariat. C'était hyper curieux comme philosophie. C'est bizarre quand on t'invite à un massage. Qu'est-ce que je voulais dire? On te laisse peut-être nous présenter ce que c'est le sommeil, parce que sinon, je vais te poser des questions peut-être un peu trop basiques ou je vais pas assez fondamentales. Donc aujourd'hui, c'est plutôt toi qui as la parole et moi, je coupe mon micro et j'écoute attentivement toutes les définitions de ce qu'est le soleil, le Oui, sommeil. ça marche, avec plaisir. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de la micro-sieste, de ce que c'est, de quels sont ses bénéfices et de vous proposer une mise en pratique. Vous aurez du coup 15 minutes où je vais vous inviter à pratiquer une micro-sieste, à vous mettre en condition pour voilà, récupérer, recharger vos batteries et découvrir cette pratique que je trouve à titre personnel formidable. Et du coup, pour commencer, l'idée, c'est que je vous explique un petit peu ce que c'est, en quoi consiste exactement cette pratique. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, soit au fur et à mesure, soit à la fin, je serai ravie de vous y répondre. Alors, pour commencer, on va commencer par le début, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle une micro-sieste. Pour en parler, j'aime bien reprendre les mots du professeur Damien Léger, qui
médecin spécialiste du sommeil et responsable du centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu à Paris, et qui dit que la micro-sieste consiste en fait à changer de rythme, à faire une coupure, à respirer tranquillement, et comporte rarement du sommeil. C'est une sorte de relaxation profonde. En fait, ce qu'on appelle une micro-sieste, c'est une sieste de très courte durée qui dure entre 5 et 20 minutes. 5 minutes, c'est le temps qui est nécessaire pour arriver à déconnecter, à lâcher prise. 20 minutes, c'est le temps à ne pas dépasser pour ne pas rentrer dans une phase de sommeil profond. Et en fait, pendant une micro-sieste, le corps se détend, mais reste sensible aux stimuli extérieurs. La micro-sieste, en fait, elle stimule le sommeil normal et elle en maximise ses bienfaits. Ensuite, on peut se poser la question de pourquoi pratiquer la micro-sieste. Je le disais rapidement tout à l'heure sur la dette de sommeil qu'on accumule depuis 50 ans maintenant. On sait aujourd'hui qu'il y a un tiers des Français qui dorment moins de 6 heures par nuit, sachant que 6 heures, c'est le seuil critique pour l'apparition et le développement d'un certain nombre de problèmes liés au sommeil, qui sont des problèmes de santé physique et mentaux, de stress, etc. Et en fait, la sieste, c'est une mini-nuit qui va venir en renfort d'une nuit trop courte, sans pour autant la remplacer, évidemment. Et aujourd'hui, on connaît les bénéfices d'une micro-sieste. On sait que 20 minutes de sieste, ça a un impact sur la productivité. Il y a une étude de la NASA qui montre que 20 minutes de sieste, c'est 35% de productivité en plus. On sait que ça a un impact sur la vigilance, sur le stress, sur la mémoire, sur notre humeur. On sait que c'est un pansement à la douleur aussi, que ça réduit notre risque cardiovasculaire et notre risque de surpoids. Donc voilà, vous l'aurez compris, les bénéfices sont vraiment hyper nombreux, donc ce serait vraiment dommage de s'en priver. Et ces bénéfices sont souvent méconnus, donc c'est aussi notre rôle de vous les partager pour que vous puissiez prendre conscience que cette pause a 1000 bénéfices et que ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Ensuite, on nous pose souvent la question de quand faire la sieste. Est-ce qu'on sait souvent que la micro-sieste, elle intervient en début d'après-midi, mais on ne sait pas trop pourquoi. En l'occurrence, il y a des moments physiologiques qui sont plus favorables que d'autres pour pratiquer une micro-sieste. Pour la petite histoire, le mot sieste, ça vient du latin sexta, qui désigne la 6e heure après le lever du soleil. Donc, il y a ce qu'on appelle une fenêtre circadienne, c'est-à-dire un moment très propice où on est réveillé depuis 6-7 heures et où le besoin de sommeil va commencer à monter. Les systèmes d'éveil vont être un peu moins performants et il va y avoir un creux de vigilance. Et ce moment, il apparaît en général en début d'après-midi, entre 12h et 16h, ce qui correspond en fait à 6-7 heures après notre début d'activité, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle le fameux coup de barre qu'on a tous déjà connu et qui est complètement indépendant de la digestion. Contrairement à ce que certains pourraient penser, la digestion vient simplement rajouter de la fatigue à ce moment-là qui déjà connaît un besoin de sommeil. Et dans tous les cas, il est super important de s'écouter parce que l'idée, c'est de faire la sieste quand on en a besoin, quand on détecte le besoin, quand on détecte les premiers signaux de fatigue pour que ce soit le plus efficace possible. La micro-sieste, ça s'apprend. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, ce n'est pas forcément évident de se poser 10-15 minutes pour déconnecter. On va avoir tendance à avoir plein de pensées parasites qui vont nous polluer l'esprit, à ne pas réussir à déconnecter du tout. C'est vraiment la pratique qui va nous permettre de l'intégrer à notre quotidien, à notre routine. Il faut vraiment habituer son corps à cette pause et plus on va la pratiquer, plus elle sera rapide et efficace. Et il y a notamment certaines techniques qui sont, par exemple, des techniques de sophrologie que je vais vous faire découvrir du coup juste après, pendant la micro-sieste guidée, que vous allez pouvoir ensuite réutiliser au quotidien pour pratiquer la micro-sieste et faire en sorte qu'elle soit efficace et optimisée. Et il est important également de se mettre en condition quand on va pratiquer une micro-sieste. L'idée, c'est que la micro-sieste, on peut la pratiquer à peu près n'importe où, que ce soit chez soi en télétravail, dans les transports, dans le train, sur son lieu de bureau, à son bureau, ou dans un cocon à sieste quand on a la chance d'avoir un espace dédié dans notre espace de travail. La micro-sieste, elle peut se pratiquer n'importe où. Le tout, c'est de se mettre en condition et d'avoir un cadre propice à la relaxation et au lâcher-prise. Le fait est que c'est encore compliqué aujourd'hui sur son lieu de travail et c'est pourquoi Napen Up va vous proposer en fait des petits cocons à sieste pour justement vous isoler et vous mettre en condition. Mais en l'occurrence, la micro-sieste peut se pratiquer partout et vous pourriez très bien la pratiquer à votre bureau. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est justement de vous mettre en condition. Je vais vous donner quelques petites astuces pour vous installer confortablement et vous mettre en condition. Et ensuite, je vais vous proposer une micro-sieste, c'est-à-dire un accompagnement par la voix. En fait, ça va être de la sophrologie.
Donc, une voix qui va vous guider, qui va vous permettre de lâcher prise, de déconnecter et qui va vous réveiller au bout de 15 minutes. Donc, c'est vraiment un accompagnement pendant une quinzaine de minutes qui va vous aider à lâcher prise et à récupérer de manière efficace. Et cet accompagnement, ces exercices de sophrologie, c'est des exercices que vous allez pouvoir réutiliser ensuite dans votre quotidien, que ce soit en télétravail ou ce que je disais tout à l'heure dans les transports ou sur votre lieu de travail. C'est des techniques qui peuvent s'utiliser absolument n'importe quand. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de suivre les quelques consignes que je vais vous donner pour vous mettre en condition pour pratiquer la micro-sieste. Alors, dans un premier temps, je vous propose de vous mettre de mettre votre téléphone plutôt en mode avion, ou en tout cas de couper toutes les notifications qui pourraient venir vous déranger pendant les 15 prochaines minutes, histoire de ne pas être dérangé. Ensuite, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous mettre dans un lieu le plus calme possible, où vous allez pouvoir lâcher prise complètement. Donc un lieu où il n'y a pas trop de passages, si possible, où il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous solliciter. Ensuite, je vous invite à vous mettre dans une position confortable, c'est-à-dire d'avoir le maximum de points de contact entre votre corps et le support sur lequel vous êtes installé, y compris la tête. Si vous pouvez vous mettre contre un mur, parce que voilà, quand vous allez lâcher prise, la tête va potentiellement tomber. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir des pieds à la tête, le maximum de points de contact entre votre corps et le support sur lequel vous êtes, que ce soit un fauteuil, une chaise, n'importe quoi. Et enfin, je vais vous inviter à vous débarrasser de tout ce qui peut vous gêner. Vos lunettes, votre ceinture si elle est un peu trop serrée, votre cravate si vous en avez une. Voilà. Libérez-vous de tout ce qui peut vous déranger et voilà, mettez-vous dans la position la plus confortable possible pour déconnecter et lâcher prise. Là, je vais vous proposer maintenant un accompagnement audio d'une quinzaine de minutes qui va vous aider à déconnecter et à lâcher prise. Donc voilà, à partir de maintenant, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider pendant les 15 prochaines minutes et on se retrouve à la fin pour avoir votre ressenti, répondre à vos questions et débriefer de cette session. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à tout à l'heure. Installez-vous confortablement, jambes et bras décroisés. Installez-vous tranquillement à la fois dans l'espace et dans le temps. Et quelle que soit votre position, prenez tout le temps nécessaire pour l'ajuster afin qu'elle soit le plus confortable possible. Je vous invite à porter votre attention sur votre respiration et simplement l'observer. Vous inspirez doucement en gonflant votre ventre et vous le dégonflez en expirant tout aussi calmement. Vous remarquez le va-et-vient de votre ventre semblable à celui des vagues, au flux et reflux de la mer. Et votre respiration devient peu à peu calme et régulière. Une vague douce et apaisante va descendre doucement en vous et sur vous. Vous êtes peu à peu de plus en plus calme et détendu. Et je vous invite maintenant à porter votre attention sur votre tête. Votre front se détend. Il devient lisse, comme si vous étiez face à un lac dont les eaux sont si paisibles, si calmes, si tranquilles, que sa surface est lisse comme un miroir. Comme votre front qui se détend, comme les muscles de vos yeux qui se décontractent, et vous sentez bientôt vos paupières s'alourdir. Vous relâchez peu à peu les tensions de vos joues. Vous percevez votre mâchoire qui se desserre et vous prenez peu à peu conscience de l'ensemble de votre visage
totalement paisible et reposé. Cette vague de détente descend désormais dans votre nuque, sur votre cou, et vous l'accueillez dans vos deux épaules, qui deviennent de plus en plus souples, détendues, relâchées. Vous prenez conscience de votre dos, de son contact sur le fauteuil sur lequel vous êtes confortablement et paisiblement installé. Puis, en descendant lentement le long de votre colonne vertébrale, vous relâchez chaque muscle, chaque vertèbre, depuis le haut jusqu'en bas du dos. Vous prenez tout votre temps et vous libérez progressivement votre dos de toute tension. La vague, elle, continue son chemin. Elle s'installe ensuite dans vos deux bras, vos avant-bras, dans vos mains jusque dans vos dos. Et vous portez votre attention sur votre poitrine qui se soulève et s'abaisse paisiblement, naturellement, régulièrement. Vous remarquez peut-être votre plexus solaire qui se dénoue, libérant les tensions, les émotions. Votre ventre peu à peu s'assouplit à son tour et vous relâchez les muscles de votre bassin, du fessier. Vous relâchez aussi les muscles de vos cuisses, de vos mollets, de vos pieds. Et vous prenez conscience peu à peu de votre corps, totalement détendu depuis la racine de vos cheveux jusqu'à vos orteils. Vous respirez lentement, régulièrement, et votre cœur bat calmement. Vous savourez ce moment particulier, cet état de tranquillité, et vous descendez peu à peu dans votre monde intérieur, là où rien ni personne ne peut vous atteindre, vous déranger. C'est un monde de calme dans lequel vous pouvez venir vous ressourcer à tout moment, en toutes circonstances. C'est tout votre corps qui maintenant est si agréablement lourd, très lourd, et vous le sentez s'enfoncer davantage, peser davantage, et cette sensation vous apaise et amplifie. Je pense que le mieux c'est de voir avec elle. Votre détente. Vous vous laissez aller à la sensation de pesanteur. Installez-vous confortablement, jambes et bras décroisés. Installez-vous tranquillement à la fois dans l'espace et dans le temps. Et quelle que soit votre position, prenez tout le temps nécessaire pour l'ajuster afin qu'elle soit le plus confortable possible. Je vous invite à porter votre attention sur votre respiration et simplement l'observer. Vous inspirez doucement en gonflant votre ventre et vous le dégonflez en expirant tout aussi calmement. Vous remarquez le va-et-vient de votre ventre semblable à celui des vagues, au flux et reflux de la mer. Et votre respiration devient peu à peu calme et régulière. Une vague douce et apaisante va descendre doucement en vous et sur vous. Vous êtes peu à peu de plus en plus calme et
je vous invite maintenant à porter votre attention sur votre tête. Votre front se détend. Il devient lisse, comme si vous étiez face à un lac dont les eaux sont si paisibles, si calmes, si tranquilles, que sa surface est lisse, lisse comme un miroir. Comme votre front qui se détend, comme les muscles de vos yeux qui se décontractent, et vous sentez bientôt vos paupières s'alourdir. Vous relâchez peu à peu les tensions de vos joues. Vous percevez votre mâchoire qui se desserre et vous prenez peu à peu conscience de l'ensemble de votre visage, totalement paisible et reposé. Cette vague de détente descend désormais dans votre nuque, sur votre cou, et vous l'accueillez dans vos deux épaules, qui deviennent de plus en plus souples, détendues, relâchées. Vous prenez conscience de votre dos, de son contact sur le fauteuil sur lequel vous êtes confortablement et paisiblement installé. Puis, en descendant lentement le long de votre colonne vertébrale, vous relâchez chaque muscle, chaque vertèbre, depuis le haut jusqu'en bas du dos. Vous prenez tout votre temps et vous libérez progressivement votre dos de toute tension. La vague, elle, continue son chemin. Elle s'installe ensuite dans vos deux bras, vos avant-bras, dans vos mains jusque dans vos doigts. Et vous portez votre attention sur votre poitrine qui se soulève et s'abaisse paisiblement, naturellement, régulièrement. Vous remarquez peut-être votre plexus solaire qui se dénoue, libérant les tensions, les émotions. Votre ventre peu à peu s'assouplit à son tour et vous relâchez les muscles de votre bassin, du fessier. Vous relâchez aussi les muscles de vos cuisses, de vos mollets, de vos pieds. Et vous prenez conscience peu à peu de votre corps, totalement détendu depuis la racine de vos cheveux jusqu'à vos orteils. Vous respirez lentement, régulièrement, et votre cœur bat calmement. Vous savourez ce moment particulier, cet état de tranquillité, et vous descendez peu à peu dans votre monde intérieur, là où rien ni personne ne peut vous atteindre, vous déranger. C'est un monde de calme dans lequel vous pouvez venir vous ressourcer à tout moment, en toutes circonstances. C'est tout votre corps qui maintenant est si agréablement lourd, très lourd, et vous le sentez s'enfoncer davantage, peser davantage, et cette sensation vous apaise et amplifie encore votre détente. Vous vous laissez aller à la sensation de pesanteur et vous glissez doucement dans la paix et dans l'harmonie et dans un bien-être parfait. Peu à peu, vous laissez la détente ou le sommeil se répandre en vous, sur vous, naturellement, doucement, comme un souffle léger et rassurant.
est temps maintenant de reprendre doucement contact avec le monde extérieur. Après avoir fait le plein de ces belles images, de ces sensations positives ramenées de votre voyage intérieur, au fur et à mesure de mes paroles, l'énergie revient dans votre corps et vous allez retrouver tranquillement votre vitalité, une vitalité boostée, plus grande, plus belle. Et maintenant, à votre rythme, vous allez aider cette énergie à circuler de nouveau magnifiquement en vous, en commençant par bouger doucement vos mains, vos bras, vos pieds, vos jambes. Prenez le temps de soupirer, de vous étirer, de bâillir. Et après une profonde inspiration et expiration, quand vous serez prêt, vous pourrez paisiblement rouvrir les yeux sur le monde extérieur. Vous vous sentez merveilleusement bien, détendu et rempli d'une énergie positive, bienveillante et bienfaisante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment, que vous avez réussi à lâcher prise. Alors, désolé, il y a eu un petit couac au début. La vidéo a redémarré, mais on s'est dit que du coup, pour les retardataires, ils pourraient recommencer la session en entier. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est vraiment à prendre le temps, pour ceux qui ont réussi à déconnecter, à lâcher prise, voilà, de vous étirer, de faire des petits réveils physiques, des petits réveils musculaires, de bien vous étirer, de bien bâiller. Voilà. L'idée, c'est vraiment, suite à cette pause, maintenant qu'on a rechargé les batteries, il faut réveiller le corps pour le remettre en condition et repartir sur une nouvelle journée, parce que voilà, qui dit micro-sieste dit mini-nuit, et en général, quand on s'accorde cette pause, on est reparti pour une journée complète en pleine forme. Faut qu'on reprenne un café juste après ou pas, Camille, du coup? Alors, le café, c'est une bonne question. Pour ceux qui boivent du café, en général, on leur propose de boire un café avant la sieste. Ah oui. Parce que la caféine met 20 minutes à agir. Donc voilà, on boit le café, la sieste dure 10, 15, 20 minutes en fonction de nos habitudes, et au bout des 20 minutes, la caféine agit et on ressort de sa micro-sieste, donc le timing est plutôt bon. Ok. Alors, j'ai plein de questions moi, qui me sont venues. Je trouve très difficile de déconnecter en plein milieu d'une journée. Autant déjà le soir, de temps en temps, quand tu as le cerveau qui bouillonne, c'est vraiment des exos de méditation. Autant, exactement la question de Laurent. Comment chasse-t-on les parasites? Il a bien mieux exprimé la question que moi. Alors, c'est une bonne question, et c'est justement tout l'objectif des audios. C'est-à-dire que quand on n'en a pas l'habitude, c'est très compliqué de lâcher prise tout seul et de s'accorder ce moment-là. Et du coup, il ne faut pas hésiter à être accompagné, que ce soit par un audio de sophrologie, que simplement par une ambiance sonore. Là, l'idée de l'accompagnement par la voix, c'était justement de vous guider pour vous concentrer en fait sur les différentes parties de votre corps. Et en fait, le fait de se concentrer sur ça va vous permettre de faire abstraction des pensées parasites qui viennent vous polluer l'esprit. Donc, c'est vraiment arriver à sortir de son contexte, arriver à arrêter ces pensées qui viennent nous polluer l'esprit, pour se concentrer du coup sur quelque chose d'autre qui va nous permettre de déconnecter et de lâcher prise. Et il y a probablement savoir qu'on va être plus... Parce que je pense qu'il y a la notion d'autorisation à soi-même, en fait. Tout et à finalement, se dire que juste après, on va être plus productif, ça nous permet peut-être de mieux créer l'espace. Exactement. Et à titre personnel, moi, je sais que souvent, j'arrive à un stade de la journée où en fait, je sais que je ne suis pas efficace. Je sais que là, ça ne sert à rien que j'insiste, parce que dans tous les cas, je suis dans une zone de ma journée où vraiment, je ne suis pas productive du tout. Et du coup, je sais qu'il vaut mieux que je m'arrête 10-15 minutes pour faire cette micro-sieste, faire cette pause, et que ça ira beaucoup mieux après. Et en général, souvent, à ce moment-là, je me dis, mais non, mais j'ai pas le temps. Là, me prendre 20 minutes, je m'en fais une montagne, parce que je me dis, ça va me faire perdre mon temps sur le reste de ma journée, alors que j'ai une montagne de choses à faire. Et en fait, moi qui suis quand même, dont c'est le métier, et qui suis convaincue des bienfaits de la pratique, j'arrive encore à me dire que c'est compliqué. Mais voilà, le fait est que cette pause, je finis par la prendre, et à chaque fois,
je suis émerveillée de ses bienfaits et je suis émerveillée de l'état dans lequel je suis après ces 10 minutes. Il y a Thierry qui dit effectivement, moi je trouve que 5-10 minutes grand max, c'est suffisant. Est-ce que le temps de coupure est lié à chacun ou pas? Tout à fait. C'est vraiment en fonction des habitudes qu'on a. Quand on n'a pas vraiment l'habitude de pratiquer la micro-sieste, on va peut-être avoir besoin de plus de temps pour déconnecter et pour lâcher prise. Et plus on va la pratiquer, plus on va arriver à lâcher prise facilement et moins on aura besoin de temps. Donc, c'est vraiment en fonction des habitudes de chacun. Au début, voilà, quand on ne connaît pas trop cette pratique et qu'on ne l'a jamais vraiment exercée, peut-être se prévoir un petit peu plus de temps pour vraiment déconnecter. Et plus on va la mettre en pratique, plus ce sera rapide. C'est pour ça que je vous disais au début qu'une micro-sieste, c'est entre 5 et 20 minutes. 5 minutes, c'est le temps qui est nécessaire pour lâcher prise. 20 minutes, c'est le temps à ne pas dépasser pour ne pas rentrer dans une phase de sommeil profond. Mais entre 5 et 20 minutes, voilà, c'est vraiment, ça dépend de chacun et de ses habitudes et de sa pratique. Et si on dépasse le temps, c'est contre-productif? Genre, on est groggy toute l'après-midi. C'est ça. Je pense que vous avez tous déjà fait l'expérience au moins une fois de faire une sieste un peu trop longue. On a ce qu'on appelle en fait une inertie du sommeil. C'est-à-dire cet état un petit peu vaseux dans lequel on est quand on a un peu trop dormi et quand en fait on se réveille au milieu d'une phase de sommeil profond. Okay. Les 20 minutes, en fait, c'est vraiment la limite pour ne pas passer dans cette phase de sommeil profond, justement. Et si on se réveille au milieu de la phase, en fait, on a tout à recommencer. Et limite, les bénéfices sont complètement annulés. Donc, il faut vraiment arriver à s'arrêter à temps pour que les bénéfices soient effectifs. Et sinon, une phase de sommeil, c'est combien de temps, du coup ? Alors, ça dépend, c'est entre 45 minutes et 1h30. En fait, le sommeil est décomposé en plusieurs phases, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal, etc. Et chaque phase dure entre 45 minutes et 1h30. Et c'est l'enchaînement de ces phases qui va faire la nuit. Et on peut les mesurer? On peut savoir quelle est notre phasicité? Alors, il y a des applications, si ça vous intéresse, il y a des applications qui détectent en fait votre rythme la nuit. Donc, c'est une application sur laquelle, par exemple, il y a iSommeil, tout simplement, si vous avez un iPhone. C'est une application qui est déjà sur l'iPhone ou à télécharger, j'ai un doute, et qui en fait va vous permettre, c'est assez intéressant pour ceux qui ont du mal à se lever le matin. En général, quand vous avez du mal à vous lever, c'est potentiellement que vous vous réveillez au milieu d'une phase de sommeil. Et c'est pour ça que le réveil est difficile. Et en fait, cette application, grâce aux détections de corps, de bruit dans votre environnement, elle va vous permettre de vous réveiller au bon moment, de détecter quand est-ce que vous êtes à la fin d'une phase de sommeil pour vous réveiller. Donc, vous allez lui dire, par exemple, je voudrais me lever entre 7h et 7h30. Moi, je sais que quand je me réveille à 7h30, j'ai vraiment du mal à me réveiller parce que potentiellement, je viens de recommencer une phase et je suis en plein dedans. Alors que si je me réveille à 7h20, ça ira très bien. Donc, c'est vraiment arriver à détecter ce moment où on sera dans de bonnes dispositions pour se réveiller. Et c'est pareil pour la sieste. Alors, il y a des questions. Comment est-ce qu'on met ça en entreprise? Est-ce qu'il y a une notion d'exemplarité du manager? Parce qu'est-ce que les salariés, les collaborateurs ne vont pas oser le faire, peut-être, tout bêtement? Comment, quand tu vois que c'est mis en place dans des entreprises, parce que je sais que tu bosses avec Michelin, Sanofi, des grands groupes, finalement. Comment ça se met en place? Alors, quand nous, on met une initiative micro-sieste au sein d'une entreprise, en place au sein d'une entreprise, c'est toujours accompagné d'une action de sensibilisation et d'une action de communication. C'est hyper important de faire en sorte que le sujet soit connu, que ce soit partagé, qu'il y ait des démonstrations, qu'il y ait les collaborateurs qui viennent échanger. Et en fait, le fait qu'on soit un intervenant extérieur et qu'on arrive sur le terrain dans l'entreprise, ça permet un peu de briser les tabous et d'enclencher le dialogue. Parce que juste mettre en place un espace de sieste sans communiquer, sans sensibiliser, on peut être sûr que ça ne fonctionnera pas. Alors que si c'est accompagné, s'il y a de la communication et si effectivement il y a le management qui montre l'exemple, là on peut être sûr que ça fonctionnera beaucoup mieux. Donc le côté sensibilisation est super pour anecdote, je crois que je ne sais pas si Ali te l'avait raconté, on avait quelqu'un qui a dit ils ont mis en place des salles de sieste, c'est bien, maintenant je dors au boulot. Et il dormait la nuit dans ces fameuses salles de sieste. Donc il y a aussi cette, comment ça s'appelle, probablement cette, comme tu dis, cet accompagnement. Enfin, pour répondre à Thierry qui dit comment convaincre le management et la direction, en fait, je crois qu'il faut toujours parler en sous, du coup, d'expliquer que ça va augmenter la productivité, que ça va augmenter le rendement, etc. C'est vraiment. J'imagine que ça a été mesuré ou pas, ce genre de choses. En fait, oui, pour juste rajouter, en fait, aujourd'hui,
on fait tous des pauses café, des pauses Oui. cigarettes, voilà. Donc, c'est quand même complètement admis que on fait des heures de la journée parce qu'en fait, on en a besoin et que le cerveau ne peut pas marcher à 100% pendant 10 heures de travail. C'est juste pas possible. Et du coup, il faut vraiment faire comprendre que cette pause micro-sieste, il ne s'agit pas de dormir sur sa journée de travail. Il s'agit simplement de se donner les moyens d'être dans de bonnes dispositions et d'avoir une batterie qui est chargée. C'est comme un téléphone. Au bout de 6 heures d'activité, en fait, sa batterie baisse, il va être moins efficace, il va être plus lent. C'est exactement la même chose pour le corps humain. Il faut pouvoir et effectivement, ça a été mesuré. On a des études aujourd'hui qui le prouvent, donc c'est plus un secret pour personne et on est en mesure de le prouver qu'une micro-sieste a énormément de bénéfices et a un impact sur la productivité, la vigilance, la mémoire et j'en passe. Comme dit Thierry, en fait, il faudrait marquer 10 minutes de micro-sieste égale 10 minutes de clope. Le bénéfice n'est pas le même, tu vois. Limite, faire des grandes campagnes de sensibilisation comme ça pourrait être hyper intéressant. Je crois que c'est Odile qui demandait, mais du coup, si je dors l'après-midi, est-ce que je vais moins bien dormir le soir ? Non. Et souvent, quand on dort pas très bien la nuit, on a eu des retours nous, de personnes qui souffrent d'insomnie, et c'est le cas de beaucoup de monde, qui nous disent en fait qu'en pratiquant la micro-sieste dans la journée, ils dorment mieux et ont moins d'insomnie. Parce qu'en fait, ils vont arriver. En fait, souvent, l'insomnie, c'est aussi un cercle vicieux qui se met en place, c'est-à-dire, je me mets au lit, mais je sais que je vais pas bien dormir, et plus je tourne ça, moins je vais réussir à m'endormir. Alors que le fait de pratiquer la micro-sieste dans la journée, ils vont arriver plus détendus sur leur journée de travail, au moment de leur nuit, parce qu'ils vont savoir que voilà, ils ont pratiqué la micro-sieste, donc leur dette de sommeil a un petit peu été équilibrée, et c'est pas forcément très grave, donc ils vont se mettre moins de pression pour s'endormir. Donc voilà, c'est aussi tout un cercle vertueux qui se met en place. Le tout, c'est de ne pas pratiquer la micro-sieste trop tard, de ne pas faire une sieste après 18 heures, par exemple, parce que là, on va empiéter sur son rythme biologique et sur le sommeil de nuit, du coup, qui arrive. Ouais. Il y a que Yaourida qui dit tout ce qui est novice est accepté, tout ce qui est nocif est accepté. C'est le grand paradoxe du système actuel, mais c'est exactement ça. Je reviens sur la question de Thierry, effectivement, pour l'acceptation managériale. Est-ce que finalement, tout ce qui est prévention des risques psychosociaux, nous, on le voit côté l'optimisme, le grand sujet de la santé mentale, ça vient dedans. Hein. Je veux dire, quand on est crevé, on fait des conneries déjà dans son job, mais au-delà de ça, on tombe, il nous arrive des accidents, etc. etc. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez peut-être le sujet de la prévention des risques s'emparer de ça, ou est-ce que c'est un manager individuel qui vient vous chercher ? Complètement. Alors, en fonction des entreprises, c'est vraiment très différent. Mais le fait est que les risques psychosociaux, on en parle énormément. Parce qu'on sait que le manque de sommeil a un impact énorme sur la santé physique et mentale des équipes. Tu l'as très bien dit, sur la vigilance, sur les accidents du travail, sur l'état de stress, sur l'irritabilité aussi des équipes. Bien sûr. On manque de sommeil, en fait, on est beaucoup plus irritable. Donc, potentiellement, les relations entre collaborateurs s'en voient impactées. Donc, c'est vraiment un énorme sujet. Et le sommeil est à prendre en compte dans le cadre professionnel, avec du coup cet outil qui est très simple à mettre en place, qui s'appelle la micro-sieste et que vous avez découvert. Et au-delà de ça, qui coûte rien. Et puis, pareil, hein, pourquoi le yoga est accepté, sachant que le yoga, on te fait quand même prendre 1 heure, tout le monde n'a pas envie de se tordre dans tous les sens, qu'à la limite, dormir, c'est le truc qu'on fait tous le mieux, tu vois. Enfin, on est tous capables de le faire. Donc, finalement, c'est une des pratiques les plus inclusives, si on parle en termes d'inclusivité dans le monde du travail. Il y a Laurent qui demande si on n'a pas de casque et de méditation guidée, comment est-ce qu'on fait pour tenter se détendre? Est-ce que compter les moutons, comme on nous a appris quand on était enfant, ça marche? C'est quoi peut-être les techniques sans audio? Alors, compter les moutons, en fait, c'est pas si efficace que ça, parce que ça va maintenir ça n'a jamais marché en tout cas. le cerveau en éveil et ça va plus le stimuler que l'aider à lâcher prise. En revanche, il y a des techniques, et souvent, c'est les techniques qu'on retrouve dans les audios. Dans les audios, en fait, on va vous aider, on va vous guider pour faire il y a une technique qui s'appelle le scanner corporel, qui est une technique très simple, où en fait, on va partir des pieds pour remonter jusqu'à la tête ou l'inverse, et on va prendre chaque membre qu'on va détendre. On va se concentrer sur le front, on va se rendre compte que notre front est complètement plissé, et là, on va le détendre. On va se rendre compte que notre bouche est complètement contractée, on va la détendre. Pareil pour les bras, pareil, voilà. On va descendre petit à petit notre corps, et le fait de se concentrer
sur chaque membre du corps pour réussir à le détendre, ça va nous permettre de faire abstraction de l'environnement qui nous entoure, des pensées parasites, et ça va nous aider à lâcher prise. Et en fait, toutes ces techniques, donc là, c'est ce qu'on appelle le scanner corporel, on a des techniques de sophrologie, de cohérence cardiaque aussi, qui peuvent s'appliquer et qu'on peut pratiquer tout seul, mais qui sont du coup également inclus dans des accompagnements audio qui facilitent simplement la démarche parce qu'on n'a rien d'autre à faire qu'en fait se laisser guider par l'audio. Mais on peut tout à fait les pratiquer tout seul. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, au-delà de dormir, il s'agit simplement de faire une pause déconnectée tout seul. Nous, ce qu'on promeut, on parle de micro-sieste, mais au-delà de la micro-sieste, c'est vraiment un temps pour soi sur la journée de travail pour souffler. Et en fait, on va se rendre compte que dans nos cocons à sieste, il y a effectivement des gens qui ont besoin de récupérer parce qu'ils ont un petit bébé à la maison qui fait passer nuit, qu'ils ont juste besoin d'avoir un temps de récupération. Mais il y a également des gens qui vont venir parce qu'en fait, ils sortent d'une grosse réunion, ils ont besoin de souffler, ou au contraire, ils ont une grosse échéance dans 1 heure où ils ont besoin de se concentrer. Voilà, c'est vraiment aussi offrir la possibilité aux équipes de s'isoler, de prendre un moment pour eux sur la journée de travail, pour souffler, pour se reconcentrer, pour lâcher prise. Les usages sont très divers en fait. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question? Est-ce que tu pourrais me redonner l'étude où tu disais qu'un tiers des Français dorment moins de 6 heures et qu'on avait perdu 1 heure de sommeil? Je ne sais plus depuis quand c'est. Je ne sais pas si tu les as donnés déjà à Alison, mais je trouve que c'est hyper marquant en fait. Cette indisponibilité à nous-mêmes qu'on a de plus en plus dans le temps, en fait. Tu vois, je vois le mal que j'ai eu à déconnecter suite au redémarrage. Mais très vite, tu te dis, tiens, j'ai des trucs à faire, alors que non, 5 minutes, tu as le temps de prendre 5 minutes. Hein. Je veux dire, quand tu vas fumer, les fumeurs prennent bien ces 5 minutes, en fait. Complètement. C'est une étude du baromètre Santé publique France que je pourrais te partager, Alison, avec grand plaisir. Super. Quels arguments tu nous donnerais pour faire passer ça en interne? Quels sont les retours sur bénéfices peut-être que les gens trouvent en fait? Alors, un argument qui est assez parlant, c'est de comparer cette pause, ces 10-15 minutes de pause, en fait, à la pause café ou à la pause cigarette qui sont plus qu'acceptées aujourd'hui dans les sociétés françaises. Ça, c'est quand même assez évident. Et ensuite, c'est simplement de parler des bénéfices qui sont plus un secret pour personne. On a de la chance d'avoir plein d'études à l'appui. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on invente et qu'on tire de notre chapeau. On sait aujourd'hui que la micro-sieste a énormément de bénéfices sur la productivité, la vigilance, la mémoire, la créativité même, et l'état de stress. Donc, à partir de là, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Écoute, merci pour toutes ces informations. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Ah oui, Aurida qui complète en disant « La micro-sieste permet de ralentir le mental en se concentrant sur la respiration et son intériorité. » Et c'est vrai, quand moi j'ai fait des exercices un peu comme ça, je me suis rendu compte à quel point je respirais mal, en fait. Oui. À quel point je respirais trop vite. Et le simple fait d'observer sa respiration, pour répondre tout à l'heure à Laurent, qui disait comment est-ce qu'on fait sans outils, sans ces casques si on ne l'a pas au travail. Hein. Tu as des boîtes où les managers peuvent râler parce qu'on a des écouteurs. Hein. Mais ça peut être effectivement observer sa respiration. S'auto-observer, ça paraît bizarre à dire, mais c'est probablement une des grandes... comme le scan corporel, tu vois. Et c'est vrai que je me rendais compte en hyperventilation, ce dont on parlait juste avant de commencer, le breathwork, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Vous avez aussi des gens qui font du breathwork. J'ai découvert le mot tout à l'heure, alors je vous le partage. Ça fait moins d'1 heure que je le connais. C'est rentrer dans une sorte d'hyperventilation, en l'occurrence. Moi, ça me faisait tourner la tête. Ça me donnait un peu la sensation d'être, vous savez, quand vous avez bu 2 verres de vin, et c'est des techniques qui sont aussi que vous proposez. Des retours de salariés. Est-ce que tout le monde est fait pour faire une micro-sieste? Et d'une. On va commencer par ça. Est-ce que tout le monde est fait pour faire une micro-sieste? Alors, qui dort bien la nuit? C'est vraiment en fonction du besoin de chacun. Tout le monde n'en aura pas besoin et moi-même, je ne la pratique pas tous les jours. Je la pratique très régulièrement, mais pas tous les jours. Le tout, c'est vraiment de s'écouter pour la pratiquer quand on en a besoin. Et voilà, comme tout le monde ne boit pas de café, tout le monde ne fume pas de cigarette, tout le monde n'a pas les mêmes besoins de pause. Mais le fait est que voilà, quand on arrive en entreprise, en général, on a des
des centaines de retours de personnes qui nous disent « mais merci, en fait, moi, j'allais pratiquer la micro-sieste dans ma voiture sur le parking ou pire encore dans les toilettes parce que finalement, c'est le seul endroit où on est isolé. » Donc, il y a une vraie réalité et les gens, aujourd'hui, la pratiquent, ils s'isolent là où ils peuvent en entreprise, souvent dans des endroits absolument pas propices à la relaxation. Donc, leur offrir cette opportunité, c'est leur faire beaucoup de bien. Tu recommandes le truc sur les yeux aussi ou pas? Les casques de réalité virtuelle? Non, pardon, beaucoup plus Le simple. masque? Le bandeau, tu sais, que tu as dans l'avion pour être dans le noir. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Nous, on déconseille d'être dans l'obscurité complète pour la micro-sieste parce que le corps assimile ça à la nuit et se met plus rapidement dans une phase de sommeil profond, ce qui, encore une fois, n'est pas l'objectif. Mais voilà, il y a aussi des gens qui ont besoin d'être vraiment dans le noir pour pouvoir lâcher prise. Donc, encore une fois, ça dépend du besoin de chacun. Dernière question, je viens de manger une clémentine juste avant de venir à cette pause café. Un lien entre l'alimentation et la sieste. Si je mange des kiwis, des clémentines, que je m'envoie de la vitamine C à outrance, est-ce que je vais moins bien faire une micro-sieste ou pas? Alors, sur la micro-sieste, je ne suis pas sûre. En revanche, sur le sommeil, de manière générale, c'est évident. On sait très bien qu'une mauvaise alimentation va impacter négativement le sommeil et la vigilance et qu'en parallèle, un manque de sommeil va modifier les comportements alimentaires et être à l'origine, par exemple, d'une prise de poids. Donc, on sait très bien que ce qu'on mange va impacter la qualité de notre sommeil et potentiellement notre capacité à pratiquer la micro-sieste. Mais là, c'est pas une mauvaise alimentation, tu vois. Non. Mais est-ce que du coup, manger de la vitamine C le soir avant de dormir, c'est pas bien? Alors, l'idée, c'est… alors, sur la vitamine C, moi, je ne suis pas naturopathe, donc je ne connais pas en détail ce sujet-là. Mais je sais que, par exemple, les quantités vont avoir un impact sur la qualité de notre sommeil le soir. Si on mange beaucoup le soir ou si on mange léger, on va plus ou moins bien dormir. Et la qualité aussi. Si on mange beaucoup de glucides, ça peut faciliter l'endormissement. Les protéines, ça va plutôt retarder parce que ça va stimuler la vigilance. Les vitamines, je pense que c'est la même chose. Donc, il y a effectivement des petites choses à savoir pour garantir un sommeil de qualité le soir. Bah, écoutez, moi, en tout cas, j'espère que vous avez appris plein de choses. Ah tiens, Odile qui demande, est-ce que ce que vous proposez est exclusivement destiné aux entreprises ou il y a un contenu audio qui est accessible pour des particuliers? Alors aujourd'hui, notre offre est exclusivement proposée aux entreprises. On se pose la question des particuliers, effectivement, parce qu'on a pas mal de demandes, donc ça viendra peut-être un jour. Super. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Donc, le café, il faut le prendre après. Si je dors trop longtemps, c'est pire. Et effectivement, l'exercice du scan corporel, enfin, même si on les connaît, ça fait du bien de se le rappeler. Et j'aime bien cette histoire de se dire, mais attends, je vais être plus productif après. C'est comme ceux qui vont fumer, ils ne se posent pas la question d'oser aller fumer, en fait. Et c'est exactement ce que disait, je crois que c'était Odile aussi tout à l'heure qui disait, non, c'était Ourida qui disait, ce qui est nocif, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui fait du bien, c'est pas communément admis. Tu vois une tendance en télétravail ou pas, ou tu n'as pas encore peut-être de résultats là-dessus? Est-ce que les télétravailleurs se le permettent plus ou pas? On peut lancer le sondage si tu n'as pas la donnée encore. Alors, je n'ai pas la donnée, mais j'aurais même tendance à dire que les télétravailleurs s'accordent même moins de pauses. Ah ouais. Je pense que c'est encore plus difficile parce qu'on est dans un cadre un peu particulier, que voilà, potentiellement on enchaîne encore plus parce qu'en fait on n'a pas de collègues avec qui aller boire un café ou avec qui aller fumer une cigarette. Donc j'aurais tendance à dire, mais c'est à confirmer effectivement éventuellement par vos retours, qu'on s'accorde encore moins de pauses en télétravail. J'espère qu'en tout cas on arrivera à faire passer ça à tous les managers et que finalement on ose bien le yoga, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'ateliers sur le yoga aujourd'hui, je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas sur le sommeil, qui est quand même plus inclusif que le yoga. Et j'espère voir des grands événements bientôt où on fait dormir les gens dans une salle, parce que quand on est comment ça s'appelle, tu vois, quand on est à distance, là, les réunions, les gens peuvent faire autre chose en même temps, que quand on te donne une consigne dans une grande salle, si tu es le seul couillon à garder ton téléphone, et tu joues pas le jeu, en fait. Donc, j'imagine que ça doit être grisant de faire ça dans des événements traditionnels, de voir dormir les gens, enfin les salariés tout d'un coup.
Et c'est ce qu'on propose. On a des formats de conférences. Alors, on a des formats d'ateliers en plus petit comité, mais on a également des formats de conférences dans lesquels on inclut en fait une micro-sieste en live. Et là, du coup, voilà, potentiellement dans des auditoriums qui accueillent 200 personnes, on va faire pratiquer la micro-sieste à 200 personnes. Alors après, on leur propose des petits masques de sommeil justement pour qu'il y ait quand même un minimum d'intimité. Je comprends. Mais c'est assez grisant, comme tu le dis. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, merci. Tous les commentaires te remercient pour ces cas concrets, en te disant qu'ils gardent leur nom, qu'ils vont parler avec les équipes comme des leviers de prévention des risques. Zénitude, mille merci. J'espère que Merci cette à vous. pause un peu plus douce. On va dire que d'habitude, où j'ai tendance à être un peu surexcitée, j'ai baissé un peu le niveau sonore grâce à justement cette expérience. Je donne les prochains sujets parce que évidemment, je ne m'en rappelle pas. Si Alison, elle est à ma rescousse. Alors, la semaine prochaine, je sais qu'on va… Ah si, je me rappelle. La semaine prochaine, ça va être l'intuition en entreprise avec Victoria qui consulte, qui travaille avec des patrons pour la prise de décision rapide et elle nous a fait nos profils intuitifs dans l'équipe pour savoir quelles sont nos intuitions. La semaine suivante, c'est avec Vincent Avanzi sur le discours. Il est plume pour des patrons, tout simplement. Il intervient, il est Chief Poetic Officer et il va vous expliquer comment faire un discours qui est de l'ampleur en trouvant son mot. Il va nous donner des techniques et après, on va vraiment parler prévention des risques, spécifiquement avec un préventeur, tout simplement. N'hésitez pas à suivre le programme avec, oui, Alison, elle me dit, avec Mathieu Petit sur l'impact de la crise sur le bonheur en entreprise, justement. Et on va aussi… le dernier, après j'arrête d'en parler, c'est Lola Crassi avec le patron d'énergie et de nostalgie qui est incroyable en Belgique et il va venir nous raconter tout ce qu'il a fait dans son entreprise belge et comment il nous dit qu'il aime ses collaborateurs et il est absolument incroyable. C'est un patron qu'on aimerait voir tous les jours. Je vous remercie, je te remercie Camille. On se retrouve très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine et puis Camille… On va continuer à suivre et je me suis mis des petits visuels en se disant mais tiens, ça serait intéressant de partager ne serait-ce que ces chiffres. À très bientôt tout le monde. À bientôt, merci beaucoup.